Bonjour et bienvenue dans cette petite discussion, que nous avons aujourd'hui avec Marc de la Ménardière. Alors Marc, tu travaillais, dans le marketing à vendre, de l'eau, française à des Américains, comme tu le dis si bien dans ton film, En quête de sens et tu as eu, un déclic dans lequel tu t'es demandé justement quel était le sens de ce que tu faisais et tu es parti faire le tour du monde. Tu as réalisé un film, donc tu as maintenant un statut de réalisateur également. Et depuis, tu as monté, La Cambrousse, qui est, je dis ce qu'il y a sur ton sur, le site la présentation de ton site web, enfin de ton site, en fait, de ton lieu, qui est un lieu d'émergence et de régénération qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Guilbert Delmarmol, en 94, tu étais entrepreneur, tu as été, hem, diagnostiqué avec une tumeur crânienne qui était liée à un stress professionnel et tu t'es battu contre cette maladie, notamment en changeant d'hygiène de vie, ce qui a également fait changer, la façon dont tu appréhendes le monde. En 2005, tu quittes tes fonctions de directeur, général, d'une entreprise pour, je te cite: «Mieux servir le monde et les générations futures» à travers la co-création de la fondation Lunt qui soutient l'entrepreneuriat social. Alors, tu veux réconcilier les mots écologie, économie et sens et tu te définis comme utopiste pragmatique. Alors c'est intéressant parce que vous avez, tous les 2 ce côté à la fois, entrepreneur, mais entrepreneur, donc en quête de sens. Voilà, et donc Marc, cette cambrousse, donc ça s'appelle la cambrousse, hein, je le dis avec un K, si pour ceux qui veulent aller voir sur internet à quoi ressemble la cambrousse. Donc c'est un lieu de stage, de séminaire, c'est une ferme, c'est, un endroit, de production de contenu, et d'événements. En fait, tu es vraiment, resté, entrepreneur, hein, depuis, donc tu as monté ça en 4 ans, hein, depuis que tu as tourné le film. Est-ce qu'on peut, concilier, entrepreneuriat et écologie? Je l'ai cofondé aussi avec ma compagne. On avait aussi fait le film avec Nathanaël, donc à chaque fois, c'est des co-réalisations. Et du coup, bah ouais, je pense qu'au contraire, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est cette énergie de dire bah, on peut faire des choses, on peut mettre des compétences, des talents ensemble, aller chercher là où il faut justement des ressources. Et quand on met ça ensemble au service de soit justement d'un projet qui est pas forcément, qui fait pas forcément du bien à la planète, ou justement on utilise tous les outils qui existent dans le monde de l'entreprise, du management et enfin ouais, de l'entreprise en général, et on le met au service d'une cause qui nous fait du bien, qui fait du bien à la planète. Nous, c'était un peu le but, en tout cas, avec la Cambrousse, c'était de se dire, la conclusion du film, de tout ce voyage autour du monde, c'est de se dire, plutôt que de chercher un travail, c'était d'inventer un mode de vie, et qu'aujourd'hui, c'est en expérimentant d'autres manières d'être au monde, on peut imaginer un autre monde, et pas juste le penser dans sa tête, mais le vivre au quotidien, l'incarner. Et du coup, c'était la conclusion aussi de dire, voilà, est-ce qu'on peut vivre autrement? Est-ce qu'on peut avoir une économie qui fonctionne un peu autrement? Et avant tout, en tout cas, c'était expérimenter et faire expérimenter d'autres manières d'être avec justement notre rapport à soi, à la nature, aux autres. Et nous, en tout cas, ça nous donne beaucoup de joie, ça donne beaucoup de joie à tous ceux qui participent et qui viennent ici. Donc là, la quête de sens s'est arrêtée à partir du moment où on a commencé à l'incarner et à se rendre compte de tout ce que ça venait nourrir et créer comme abondance à plein de niveaux. Tu as trouvé donc du sens. C'est super et Guibert alors, un peu la même question, est-ce qu'on peut concilier, entrepreneuriat et écologie, parce que j'ai l'impression que c'est aussi ça, hein, ton parcours. Tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui a eu des responsabilités et pareil, est-ce que tu as trouvé un peu de sens dans ce que tu faisais? Ouais, savoir si on peut réconcilier entrepreneuriat et écologie, c'est pas savoir si on peut, mais en fait, on doit. Et quand tu le fais, c'est un monde où tout le monde gagne. Moi, ça fait longtemps que bon, j'ai forgé une conviction à travers une résilience personnelle. Je me suis mis à regarder le monde avec d'autres lunettes, et puis j'ai compris qu'en fait, la vraie raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit, mais la création d'abondance partagée dans le respect de l'humain et des environnements. Et alors, ce qu'il y a de plus interpellant, c'est que quand tu fais ça sur le moyen et le long terme, en fait, ton entreprise, elle est plus pérenne et plus rentable. Le problème qu'on a dans le monde économique habituel, c'est le court terme où il faut délivrer tout de suite très fort et où ce qui est un moyen est considéré comme une finalité, à savoir la maximisation du profit.
Et par rapport à ta question également d'entrepreneuriat, moi, ça fait longtemps que j'accompagne les entreprises sur la notion d'entreprise à mission, les aider à développer une vraie vision. Ce n'est pas vouloir être le meilleur du monde dans son secteur d'activité, mais c'est vouloir être le meilleur pour le monde dans son secteur d'activité. Ce qui te permet d'être beaucoup plus fédérant et d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus vite parce que tu as une équipe avec toi. Et la deuxième chose, tu l'évoquais dans la présentation, je passe beaucoup de temps avec ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, ou plutôt en français, l'entrepreneuriat sociétal. Alors, qu'est-ce que c'est là derrière? Tu sais, les anglo-saxons définissent l'entrepreneur comme quelqu'un qui trouve une solution à un problème et parvient à en vivre. Eh bien, un entrepreneur sociétal, c'est quelqu'un qui trouve une solution à un problème de société, que ce soit emploi, habitat, climat, éducation. Et Dieu sait s'il y a des espaces où le gouvernement faillit. Eh bien, l'entrepreneur va se mettre au travail, va mettre sa force créatrice d'abord pour résoudre ce problème, et il parvient à en vivre en même temps. Et très longtemps, c'était considéré comme accessoire en se disant, tiens, ok, c'est une forme alternative d'associatif et autres. Aujourd'hui, on se rend compte que même les grandes entreprises sont conscientes qu'elles doivent changer leur ADN pour intégrer cette notion de responsabilité sociétale et de sens dans ce qu'elles font. Donc oui, c'est même pas est-ce qu'on peut, c'est on doit, et celui qui n'y va pas, c'est une erreur stratégique. Même dans les très grandes entreprises, vous avez l'impression qu'il y a un virage à prendre, parce qu'on l'entend et on voit aussi qu'il y a des mouvements de cadres, de gens qui sont très très bien payés, de directeurs d'entreprises qui lâchent tout pour fonder d'autres choses plus durables, plus résilientes. Vous avez entendu parler de ça? Moi, ce que j'ai vu, si tu veux, je suis sur le sujet depuis 2005, c'est qu'au début, les entreprises qui ont bougé le plus rapidement, c'était les entreprises plutôt PME et dont l'actionnariat était familial principalement, parce que la notion de pérennité, de transmettre un actif et les valeurs de la famille devaient se retrouver. Et dire respecter l'environnement, respecter l'humain et traiter le modèle économique sur le long terme, ça résonne dans beaucoup d'entreprises familiales. Et puis quand je suis arrivé au contact de grandes entreprises, où parfois l'actionnariat est plus diffus puisqu'ils sont cotés en bourse, c'est souvent quand une nouvelle génération de managers est arrivée à des postes de responsabilité, ou quand il y a eu plus de femmes également à des postes de responsabilité, que ce refrain-là a commencé à être audible et qu'on a vu ces grands groupes commencer à bouger. Il y en a qui sont emblématiques, aucun n'est parfait, mais en France, on sait qu'il y a tout un travail qui est fait par Danone, entre autres choses, mais il y en a d'autres derrière. Alors, beaucoup disent greenwashing ou autre. Moi, je pense que chaque fois que quelqu'un fait un pas dans la bonne direction, tout en étant conscient du chemin qui reste à parcourir, il faut l'encourager. Qu'est-ce que tu en dis, Marc? Moi là-dessus, j'ai quitté le monde de l'entreprise avec une prise de conscience de justement regarder un peu trop de documentaires plutôt déprimants qu'inspirants. Et quand j'ai essayé dans l'entreprise d'amener ces sujets-là, et moi j'étais justement chez Danone, je sentais que c'était presque un peu trop tôt, qu'il y avait peut-être un peu trop de travail et que c'était pour moi pas justement mettre un peu de développement durable, mais vraiment faire un changement radical sur la vision du monde, sur le rapport à la nature, sur le sens, et que c'était un peu tôt. Et là, j'ai passé un peu de temps, justement il n'y a pas si longtemps, avec Emmanuel Faber, qui est toujours le directeur de Danone. Et j'ai vu, justement, en effet, il a pris des engagements. J'ai cru avoir entendu, lors d'un de ses discours à l'ONU, j'ai cru que c'était Vandana Shiva ou Satish Kumar qui parlait, en fait, sur la biodiversité, sur le fait que les multinationales avaient fait n'importe quoi et qu'aujourd'hui, il fallait changer absolument. Et je pense qu'il y a forcément le logiciel de l'entreprise qui doit changer. Mais c'est facile d'être radical quand on est à l'extérieur. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est justement comment on est à l'intérieur de ces gros paquebots industriels qui sont vieux de plusieurs cinquantaines d'années, quoi. Comment est-ce qu'on peut bouger et qu'en effet, s'il y a des chevaux de Troie à l'intérieur de ces structures qui les font bouger, il faut les encourager. Pour moi, c'est pas soit la rue ou soit les entreprises ou soit le gouvernement, c'est un peu tout, quoi. C'est du et. Et si d'abord on construit une vision commune et une vision commune vers quoi on veut aller, on sait vers quoi on veut pas aller, c'est le système vers quoi ça nous pousse aujourd'hui sur l'abrutissement, le contrôle, la destruction, ça on sait qu'on veut plus. Est-ce qu'on met ensemble des acteurs prêts à changer un peu de logiciel pour que ça bouge? Et moi, j'ai vu en effet des chefs d'entreprise sincères qui ont des leviers, ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain, mais qui veulent bouger. Et en effet, je pense que c'est bien de faire se rencontrer. C'est le but de la Cambrousse, que les associatifs, les militants, les chefs d'entreprise et les artistes qui construisent cette culture en émergence se rencontrent, échangent sur le fond. Et sur le fond, on est tous d'accord. Je pense que ce qui nous rassemble, c'est plus fort que ce qui nous divise.
comme dit l'adage, et c'est d'amener le débat à cet endroit-là pour construire des choses un peu fécondes et vertueuses. Et ça, c'est excitant d'être sur Terre en ce moment où il y a toutes ces convergences. On sait qu'il y a un mur en face, on ne veut pas y aller. Après, c'est comment on y va. Et pour nous, c'est justement comment, individu par individu, on monte le niveau de conscience et que les entreprises, les gouvernements, pour moi, et leurs structures, même juridiques, sont le résultat d'un niveau de conscience. Et si les humains ils montent leur niveau de conscience, bah, ces institutions, elles aussi, vont se transformer. Donc, je pense que c'est de le voir comme un truc un peu plus méta. Et en 3-4 ans, c'est exponentiel, la prise de conscience, autant que la destruction. Donc, à ce niveau-là, nous, on est pessimiste, enfin, on est plutôt conscient, mais quand même optimiste de tout ce qui peut arriver, parce que rien n'est plus puissant qu'un changement de vision du monde, et on est en train de le vivre en ce moment. Donc, on vit une époque formidable. On vit une époque formidable, c'est ça. Quel optimisme. J'ai pas la télé, hein, ça doit jouer un peu aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu parles justement de. C'est marrant parce que tu parles de documentaires flippants. Ton documentaire, il est tout sauf flippant. Et ce qu'on défend un peu dans ce programme Déplacer les montagnes, c'est justement le pouvoir du récit et le pouvoir du cinéma dans ce changement. Et moi, ce que j'ai aimé là, dans ton doc, j'ai vraiment tenu à ce qu'il soit dans ce programme parce que il y a plein de choses qu'on regarde où on se dit: «Mais c'est pas possible, on va dans le mur, nanana, on va tous crever», et ce qu'il y a de bien, dans ton film, c'est que, il aide à sortir de la frustration en se disant, non pas, «Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je trie les déchets» et cetera, mais en fait, si je regarde en moi et si j'essaie de trouver du sens, à ma vie et de trouver du sens dans ce que je fais. Dans ce cas, je vais participer à ce que, les choses aillent mieux parce qu'en fait, on sera un petit peu plus tous, en harmonie. C'est un peu ça ton message? Heu, Et non, c'est ça. Non, moi, je me suis retrouvé dans la posture de celui qui découvre un peu à quel point ça va mal, à quel point on voit dans le mur. Mais je suis pas resté collapsologue dépressif très longtemps parce que justement, en fait, sans nier les faits, la collapsologie, pour moi, c'est même une vision un peu quantitative du monde. Donc oui, si on prend tous les chiffres, bah oui, ça va s'effondrer. Mais en passant du temps à voyager à travers le monde et d'autres cultures, j'ai réalisé qu'il y a aussi une manière, soit on se relie au monde uniquement par le logos, la raison, ou bien par le mythos, qui est aussi le symbole, le mythe. Il y a toute une autre partie de la psyché humaine qui est en jeu. Et quand on passe du temps dans différentes traditions, dans différentes cultures et d'autres traditions de sagesse que j'ai pu aussi expérimenter, j'ai vu que le monde n'est pas juste uniquement une machine, en fait, et de commencer à bouger un peu ses croyances et se relier au monde autrement que juste par l'intellect, mais par le corps, par la méditation, par justement la lecture de textes qui justement ouvre un peu l'esprit à d'autres manières de ce que pourrait être le réel, bah, ça ouvre le cœur, ça connecte à quelque chose de plus grand que soi, ça fait connecter une force de vie qui est là et que j'ai vu aussi dans d'autres pays, que cette résilience, même que ce soit en Bolivie où j'ai passé du temps avec des enfants qui travaillaient dans les mines et les ordures, qui travaillaient, c'était avec Le Champ, une ONG qui bossait beaucoup par le chant. On la voit d'ailleurs dans le film Marianne Sébastien. J'ai vu que cette résilience et cette dimension même spirituelle, quand elle est touchée sans dogmatisme, sans rien, juste connaissance de soi et reliance à la terre et à quelque chose de plus grand que soi, ça donne une créativité, une puissance d'action, une volonté d'alignement, parce qu'on travaille aussi sur tout ce qui est un peu inconscient et égoïste. Et ça, c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'hommes et de femmes qui soient alignés pour bouger les montagnes, déplacer les montagnes. Et je pense que ça me semblait plus important que le grand soir où tout d'un coup, tout le monde va manifester et puis ça va changer. Et puis, j'ai l'impression qu'on va recréer le même truc. Donc, je pense que c'est pas soit, c'est et. Et plus de gens seront alignés en lien avec cette vision et seront connectés à qui ils sont, plus ça pourra justement, en se reliant, faire bouger les trucs. Et en effet, je ne crois pas qu'il faut le faire. Et on le fait, hein, de trier ses déchets, faire attention et tenter d'incarner ce qu'on prône. Je pense que ça, c'est indispensable. Mais je pense qu'il y a aussi un truc au niveau individuel qui est plus mon rapport au monde, ma connexion au vivant, nourrir ça et être un peu plus dans la joie et le lien que juste dans la lutte et le constat déprimant. ouais, absolument. Et Guibert, comment est-ce qu'on trouve du sens, dans ce qu'on fait? Parce que c'est bien de le dire, mais concrètement, on s'y prend comment, en fait? Et pour être aligné, puisque tu parles d'alignement, Marc. Si on veut Oui. avoir, des gens alignés, comment ça se passe, en fait? Juste rebondir avant de rentrer plus en profondeur sur la réponse à ta question, rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la force du récit et l'importance. Je pense que les solutions pratico-pratiques aux problèmes de ce monde, elles existent.
moi, ça fait 15 ans, je suis sur 4 continents à rencontrer les acteurs de changement, à donner des conférences. Et je peux te dire que les solutions pour faire émerger pour faire face aux problèmes de ce monde, qu'ils soient climatiques, éducation, elles existent à clé. C'est vraiment un autre niveau de conscience, mettre une autre paire de lunettes sur le bout du nez des gens pour qu'ils regardent le monde eux-mêmes avec d'autres yeux. Et donc là, le récit est super important. On vit dans un monde où on est abreuvé de peur et on a besoin aujourd'hui de concevoir des récits qui donnent l'envie et l'espoir. Et il ne faut pas inventer les ingrédients de ce récit. Ils existent déjà sur 4 continents. J'ai vu des milliers de personnes, comment j'appelle des hommes et des femmes soleil, des gens qui tranquillement, dans leur coin, changent le monde, inventent celui de demain et créent et co-créent. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est que ces gens-là, effectivement, pour répondre à ta deuxième question, avaient trouvé un sens. Ces hommes et ces femmes soleil sont finalement des gens qui s'éclairent à eux-mêmes, sont des gens alignés entre qui je suis et ce que je fais. Ça peut aussi bien être un dirigeant d'entreprise qu'une mère de famille ou qu'un personnage lambda. Il y a une chose, pour trouver du sens à ton existence, là, il faut pouvoir répondre aux questions finalement, qui suis-je, qu'est-ce que je viens faire dans cette époque et comment puis-je œuvrer. Et ça, pour reprendre ce que disait Marc, personne ne va te l'expliquer, ça demande un petit travail sur soi, ça demande de se mettre en situation. Moi, il se fait que la maladie m'a imposé ce travail expérientiel, puisque je me suis reconstruit avec des techniques longue marche dans la nature, musique, méditation et autres, simplement pour changer de perspective sur moi-même. Et donc, effectivement, trouver un sens à son existence, c'est d'abord comprendre qui l'on est, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette époque, et aujourd'hui, on a les outils pour ça. Et puis, une fois qu'on a compris ça, c'est d'aligner qui l'on est avec ce que l'on fait et connecter à des communautés. Tu n'es jamais seul sur ces sujets-là, et c'est ça la raison pour laquelle Marc est un ami de cœur et que j'aime beaucoup la Cambrousse, c'est qu'on y croise des gens incroyables, que ce soit le patron d'entreprise ou l'acteur de cinéma ou le boulanger d'à côté, tous avec cette même quête, ce souci d'alignement. Et une fois qu'ils sont alignés, c'est comment je déploie ça pour servir un but qui est bien supérieur à mon intérêt personnel. Dans le film, il est aussi beaucoup de questions de spiritualité, une spiritualité un peu œcuménique, hein. C'est quoi votre spiritualité à chacun? Eh ben ouais, grande question. Nous, justement, c'était un peu quand au départ, on a commencé un peu le film, on n'était pas forcément parti sur ce sujet-là et on s'est rendu compte que c'était un peu le cœur du problème pour Satish Kumar, qui est au début du film notamment, qui est cet ancien moine Jain qui a créé le Schumacher College, qui a été un vrai militant de nombreuses causes. Et lui, il disait le problème, en fait, c'est pas justement le réchauffement climatique, c'est qu'un symptôme d'une vision du monde. Et la vision du monde, en fait, aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est cette déconnexion avec la nature et le fait que vous ayez perdu justement ce lien. Et donc, pour moi, la spiritualité, c'est le lien avec la nature, mais le lien avec soi, mes émotions, qu'est-ce qui me traverse, le lien avec les gens, avec la communauté, le lien justement après avec oui, la nature et aussi tout ce qui est un peu plus grand que nous. Imaginez qu'on est tous de la poussière d'étoiles. Enfin, déjà, ça montre qu'on a un lien avec tout le cosmos. Et je pense que c'est de se sentir en lien avec ça, de lire et de nourrir de lire sur cette connexion et de nourrir cette connexion au quotidien. Et après, c'est pas forcément justement, je pense que d'aller dans un temple ou une église, on peut trouver la spiritualité à cet endroit-là, même si beaucoup de religions, hélas, sont plus forcément spirituelles. Mais c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui va me permettre au quotidien, quand je fais mon pain, quand je suis avec les animaux, quand je suis en interaction avec les autres, d'être juste présent et disponible à ce qui est là, derrière tout le blabla mental là, dans le film, elle parle du tac, 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 tac. Quand on réduit toute l'activité mentale et qu'on est juste présent, de là, et je pense que c'est comme de faire la vaisselle avec ou sans la musique, quoi. Il y a un petit truc qui est là et de nourrir cette petite musique qui vient justement bercer un peu notre âme ou notre cœur. Je pense que c'est voilà, essayer de créer ces moments-là pour créer de l'émerveillement. Et une fois qu'on se sent présent et émerveillé par toute la beauté de tout ce qui nous entoure, voilà, on est dans la spiritualité qui est au-delà de tout dogme, et c'est ça qui réunit tous les humains sur cette planète avec la question du mystère et du merveilleux. Et c'est voilà, si on arrive juste à ça avant de parler de Dieu ou d'autres trucs, juste ça, ça sera déjà un grand pas vers un monde un peu plus sans lien et du coup un peu plus fécond. Que puis-je ajouter à cette belle tirade? Moi, simplement partager avec toi et téléspectateurs le chemin spirituel personnel. En 94, j'étais diagnostiqué avec une tumeur, une pathologie très lourd, avec un pronostic vital engagé.
avec un diagnostic de la médecine qui ne me donnait pas beaucoup de chance de survie. Et puis j'ai entamé tout un chemin de résilience, de construction, en prenant à la fois le meilleur des technologies à ma disposition, mais également en utilisant beaucoup les approches thérapeutiques asiatiques. Et donc en ne coupant pas le corps de l'esprit, en comprenant le pouvoir de la pensée sur mon système immunitaire et cellulaire. Pendant des années, j'ai aussi voulu comprendre intellectuellement quel était le lien entre mes pensées, mes émotions, mon système immunitaire et cellulaire. Donc, j'ai lu beaucoup de choses en matière de biologie cellulaire, d'un concept qu'on appelle la psycho-immuno-endocrinologie. C'est l'étude du placebo et du nocebo. Pourquoi nos pensées nous sauvent ou nous tuent? Et comme je n'avais pas de dogme, je suis même descendu dans la physique quantique en me disant si la cellule ne fonctionne plus bien, ça veut dire que le spin de l'électron n'est pas bon. Et comme ce sont des sciences dites de pointe, les scientifiques que j'ai rencontrés étaient toujours des gens qui étaient à la pointe, à la proue. Et je me suis vite rendu compte qu'en discutant avec ces gens, qui étaient en même temps dans le système et en dehors, parce qu'ils devaient chercher sur des espaces qui étaient encore inexplorés, que tout physicien, mathématicien qu'ils étaient, ils étaient aussi et avant tout philosophes, théologiens, et que la frontière entre physique et métaphysique, sciences dures et théologie, philosophie était extrêmement étroite. Alors ce que j'ai fait après, pour aller plus loin, c'est que je ne suis pas religieux de nature. Bon, je respecte toutes les obédiences, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai des amis dans toutes les obédiences. Je ne suis pas religieux. Je crois, à l'instar de 95% de la planète, que la vie a un sens, qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas religieux parce que je me méfie des dogmes et de la main humaine qui a écrit tout ça. Et donc, rationnellement, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui unissait depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui toutes les philosophies et les modes de pensée. Alors, je dirais de Pythagore jusqu'au Dalai Lama ou au philosophe Ken Wilber. Et pour les grandes religions, pour éviter le dogme, j'ai investigué les voies mystiques. Donc, pour le judaïsme, la Kabbale, pour l'islam, le soufisme, pour la chrétienté, les apocryphes, pour l'hindouisme, Bhagavad Gita. Donc, comprendre. Et en même temps, comme je suis un dubitatif enthousiaste, j'ai lu et j'ai été à la rencontre de vrais maîtres qui m'ont fait expérimenter des choses, des gens intègres qui étaient dans l'esprit. Et à l'intersection de ces deux approches, j'ai trouvé pour moi la réponse aux questions fondamentales. C'est pas la vérité, c'est ma vérité, mais les questions étaient qui est l'homme, qui suis-je, qu'est-ce que je viens faire dans cette époque, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre et comment faut-il y vivre. Et ça, pour moi, le fait de trouver cette réponse personnelle à ces questions fondamentales, effectivement, ça m'a ouvert un tout autre univers, ça a changé mon regard sur moi et sur le monde, ça m'a permis de faire le lien entre science et conscience et probablement de rentrer, de plonger beaucoup plus profondément dans la spiritualité. Et j'en terminerai en citant une phrase. Dans ma quête de compréhension de qui est l'homme, de ce que je venais faire dans cette époque, j'ai rencontré des gens exceptionnels, des spiritualistes exceptionnels, des maîtres soufis qui m'ont enseigné la respiration holotropique. J'ai travaillé avec des chamans en Amazonie et autres. Et tout ça m'a ramené une phrase que j'ai trouvée chez un scientifique et je vais dire spiritualiste français qui était Théa de Chardin, qui disait nous ne sommes pas des êtres humains qui de temps en temps essayons d'avoir une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui venons faire une expérience humaine et ça c'est très différent. C'est un excellent mot de la fin. Je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir pris ce temps. C'était absolument passionnant et je trouve que ça colle bien au film, cette discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci Guillaume.